Les règlements vont aboutir à des accords ayant permis l'organisation des élections en 2010. L'élection de 2010, organisée dans un climat moins rassurant, de méfiance et sans désarmement véritable, verra aussi les élections contestées, pour ensuite aboutir à une guerre dans l'optique d'installer le candidat reconnu vainqueur. Aujourd'hui, les partisans de l'ex-président Laurent Gbagbo, voyant ce dernier à la CPI, ne se sont plus concernés par les élections en Côte d'Ivoire, malgré la volonté des autorités actuelles de les rassurer. Par voie de conséquence, ils participent au processus électoral ou n'y participent pas du tout, remettant en cause les institutions en charge des élections ou les personnes qui les incarnent, tout en justifiant leur attitude par l'absence de réconciliation ou par ce qu'ils appellent la justice des vainqueurs, dont leurs leaders sont victimes. L'élection présidentielle de 2015 n'a pas connu d'affluence et d'engouement de la part de certains électeurs parce qu'ils n'y voyaient aucun intérêt. D'ailleurs, pour eux, tout est joué et le vainqueur est connu d'avance. D'autres en âge de voter ne sont pas partis, se faire enrôler sur la liste électorale, considérant les élections comme inutiles. Pour terminer aujourd'hui, le contexte démocratique en Côte d'Ivoire s'avère fragile et les débats autour d'une alternance en 2020 augurent d'un autre problème à l'horizon. C'est dans ce contexte que la Cour africaine des droits de l'homme s'est dit par l'APDH va rendre le 18 novembre 2016 un arrêt ordonnant à l'État de Côte d'Ivoire de rendre la commission électorale indépendante conforme aux instructions internationales. L'arrêt de la Cour ordonne à l'État de Côte d'Ivoire de respecter 3 obligations, à savoir l'obligation de créer un organe électoral indépendant et impartial, l'obligation de protéger le droit de citoyens de participer librement à la direction des affaires publiques, l'obligation de protéger l'égalité des citoyens devant la loi. Il convient alors de travailler dans un premier temps au respect du contenu de l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, afin de redonner confiance et rassurer les uns les autres. Et dans un deuxième temps, inviter tous les potentiels électeurs à participer d'une façon effective au processus électoral à travers un programme national qui touche l'ensemble des régions. Chacun devra également faire table rase du passé. Le problème des élections inclusives, apaisées, démocratiques et participatives est lié à l'absence d'institutions fortes, à la mauvaise foi des acteurs politiques, au manque d'éducation des citoyens en matière électorale, au mode de désignation des personnalités qui incarnent les institutions électorales, à l'exclusion de certains acteurs clés dans la prise de décision ou au refus de ceux-ci d'y participer véritablement, excluant ainsi son caractère consensuel de la décision. En outre, en Côte d'Ivoire, la non-effectivité de la réconciliation imprime sa marque au processus électoral tout entier. Ainsi, le projet Peace Digital Elections cherche à promouvoir des élections inclusives, participatives, libres et transparentes en Côte d'Ivoire à travers non seulement des outils digitaux, mais également les voies classiques. Merci. Sans plus tarder, nous allons passer à la série des allocutions. Sous vos ovations, nous allons appeler le responsable de l'espace. On n'est pas là. Madame la Présidente, le leader, Monsieur le professeur Malick Coulibaly, les membres de cette délégation, Mesdames et Messieurs les membres du bureau central, Mesdames et Messieurs les membres
des sections, les présidents des sections, les membres des sections, chers amis jeunes, chers champions, bonjour. Aujourd'hui, Planète Paix a 12 ans d'existence, 12 ans donc d'action. Ça se fête. Mais en principe, on devrait être autour d'un pot. Mais la situation actuelle de notre pays nous oblige à pouvoir définir ou redéfinir nos actions. Nous avons certes pu aider ou accompagner l'État dans le cadre de la mission DDR à Bengro. Cette mission a été pilotée par le président de l'Indénie Douablin, M. Filier, qui se trouve juste à ma gauche. Nous l'avons piloté et nous avons pu sensibiliser 193 ex-combattants. Nous ne nous sommes pas arrêtés à là. Il était important en 2015, vu qu'il y avait des rumeurs qui disaient qu'on allait encore retomber dans la crise, il fallait encore aller sensibiliser nos populations sur la question des rumeurs. Et nous sommes rendus ce jour du 10 octobre 2015 à Dabou, dans un premier temps, pour attirer l'attention de nos populations, leur donner les rudiments nécessaires pour combattre et lutter contre les rumeurs. Le 17 octobre 2015, nous nous sommes rendus ici même à Abidjan, au CIRAC, pour encore sensibiliser les journalistes, les former sur la déontologie du journalisme. Pour lutter contre la violence en milieu scolaire et universitaire, Planète Paix, en juillet 2008, a initié, alors que c'était compliqué, certains disaient que la FECI n'allait pas accepter de discuter avec ou de faire le débat. Mais nous avons pu initier cette activité en 2008 à la place d'Apelé, où la LIDO était invitée, le CERAC, la FECI elle-même. Et je pense que juste après les débats, quand mon chargé de la communication a dit que c'était terminé, mais les gens ont eu peur. Ils ont pensé, puisque les langues se sont déliées, les vérités ont été dites, ils ont pensé que la FECI, puisqu'ils avaient quand même dit ce qu'ils pensaient, les débats étaient francs, parce que la FECI allait les adresser. Mais que ne fut notre étonnement. La FECI est venue me dire tour à tour, président, comme c'est nous qu'on accuse d'être violents, nous allons accompagner nos potes jusqu'à la sortie, on va payer le transport pour que les gens ne nous accusent plus. Comprenez par là que dans un pays, tant qu'il y a des difficultés, qu'on a le courage de s'asseoir pour discuter et qu'on a vidé le trop plein de colère en nous, on peut quand même arriver à des résultats probants. Aujourd'hui, les droits de l'homme ont marre de la dictature des hommes. La réforme actuelle augure des lendemains incertains. L'école ivoirienne c'est noir. Nous jeunes, que devons-nous faire? Devons-nous nous asseoir dans nos salons et dire ça ne me concerne pas parce que mon fils se trouve en Europe, ou ça ne me concerne pas parce que je suis déjà travailleur, je peux m'offrir tout ce que je veux? Non. Le leadership tel qu'enseigné par Ken Blanchard, nous dit certes, il faut signaler l'avenir, développer une vision pour sa communauté, mais nous demande également d'engager les personnes et les faire grandir. Ensuite, de réinventer sans cesse. Je vous définis servir, le mot servir. Réinventer sans cesse. Nous devons réinventer sans cesse pour nos communautés. Mais lorsque nous avons réinventé pour notre communauté, il nous faut valoriser les personnes et les résultats. Il nous faut également incarner les valeurs en tant que leader. Le leader, ce n'est pas celui qui parle, mais c'est celui qui agit, c'est celui qui sert l'exemple de modèle pour sa société. Voyez-vous, aujourd'hui, tout le monde a peur. Je me souviens que dans cette salle, lorsque nous sommes venus exposer notre proposition de réforme, à la sortie,
Il y a un des participants qui est venu me voir, me dit, Président, vraiment j'ai beaucoup apprécié votre intervention, mais bon, il y a un peu de politique dedans là, moi, j'ai peur. Peuple du Côte d'Ivoire. Peuple du Côte d'Ivoire, il nous faut nous lever chaque fois que le droit sera froissé. Peuple du Côte d'Ivoire, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra régler ces problèmes à votre place. Ce que j'ai pu dire, les Côte d'Ivoirienne, mais pour attirer l'attention de nos autorités sur le fait qu'en violant les droits de l'homme, en créant des droits subjectifs, demain, ça peut se retourner contre nous. Il nous faut aujourd'hui, chers amis, penser à nos enfants, penser au peuple ivoirien. Le modèle que nous avons proposé par rapport à la réforme, nous disons que pour la réforme des élections au niveau de Planète Paix, il faut, pour nous, comme préalable, faire une commission ad hoc de réforme des élections. Et cette commission ad hoc devra être constituée par des personnes neutres, impartiales, mais qui veuillent l'intérêt de la nation ivoirienne. Parce que si nous ne le faisons pas, demain, on peut encore tomber dans les crises. Deuxième chose, le mode, la réforme des élections doit aller au-delà de la solution électorale indépendante. Pour toucher les institutions de contrôle telles que le Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, je pense qu'à la nouvelle constitution, il y a trois autres juridictions spéciales qui ont été créées, la Cour de cassation, il y a la Cour des comptes et puis le Conseil d'État. Il faudrait que le Conseil d'État puisse jouer son rôle. Mais le mode de désignation des personnes qui vont incarner ces institutions doit se faire de façon démocratique ou de façon consensuelle. Mais il ne faudrait pas qu'on écarte une partie de la population. Je pense qu'il est temps, et nous le pouvons, tout demain à commencer dès maintenant. Si nous ne posons pas des pas réels et effectifs pour ces jours-là, je pense que demain serait sombre pour tout le peuple ivoirien. Donc je voudrais nous engager et dire que plus nous avons de personnes qui lèvent la main et qui disent « je suis partant », plus nous avons des chances de pouvoir construire le monde que nous imaginons. Ça, c'est tiré de trouver son pouvoir de Simone Sinek. Alors, c'est parti. Je vous remercie. Merci. Alors, merci à toute l'assistance. Je voudrais dire particulièrement merci au président de l'ONG Planète Paix et à mon mentor, le professeur Malick Bali, pour l'honneur que l'ONG me fait d'être aux côtés de mon maître aujourd'hui ce matin. C'est un grand honneur. J'aurais voulu que le maître intervienne avant de faire valider par moi-même. Alors, je pense que mon intervention va porter sur mon document qui parle. Ok. Je voudrais intervenir particulièrement sur mon document qui parle des élections en Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Mais bien avant, je voudrais faire un petit rappel. Le mardi 19 février 2019, l'ONG Civis Côte d'Ivoire a organisé une conférence débat autour du thème réforme de la CEI et démocratie en Côte d'Ivoire. Comment la réforme de la CEI peut-elle permettre un meilleur enracinement des valeurs démocratiques et de l'état de droit? Et cette conférence a eu pour sous-thème réforme de la CEI, quelle option pour la paix en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, le 9 mars 2019, dans le cadre de la célébration des 12 ans d'action de l'ONG Planète Paix,
cette conférence a été organisée autour du thème réforme des institutions et gestion. Réforme des institutions de gestion et de contrôle des élections. Et cette conférence a pour sujet, pour sous-thème, de la nécessité de réformer l'ensemble des institutions de gestion et de contrôle des élections pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Le mardi 12 mars 2019 prochain aura lieu une conférence débat à l'hôtel Tiama à Abidjan Plateau autour du thème « Quelle commission électorale indépendante veut la société civile ?» Cette conférence sera organisée conjointement par la British Institute en Côte d'Ivoire et le National Democratic Institute dans le programme Petite Soirée Débat. Le samedi 13 avril 2019 prochain aura lieu un séminaire organisé par la Ligue panafricaine pour l'éveil des consciences, l'IPEC, autour du thème formation citoyenne pour la consolidation de la démocratie en Côte d'Ivoire. Il y aura plusieurs questions qui seront abordées lors de ce séminaire à travers les sous-thèmes les idéologies politiques et leur implication dans la démocratie, le rôle des institutions de la République dans la consolidation de la démocratie en Côte d'Ivoire, quel engagement pour une meilleure représentativité des jeunes dans les instances de prise de décision. Tout ça pour dire qu'il y a un problème. Qu'il y a un problème, un véritable problème. Parce que la tendance actuelle demande que ces conférences, ces séminaires, ces formations, ces informations aient lieu pour éviter ce qui se dessine à l'horizon. Alors, les enjeux des élections à venir en Côte d'Ivoire, ça ne reste plus qu'un défi à l'horizon 2020. En effet, les élections en Côte d'Ivoire ne sont plus considérées depuis un certain temps comme un jeu démocratique où le citoyen lambda exerce son droit le plus élémentaire. Les élections ne sont plus considérées comme le moyen le plus sûr pour une alternance démocratique apaisée. Les élections ne sont plus considérées depuis un certain temps comme l'expression de la souveraineté du peuple. Les élections ne sont plus considérées comme l'heure de faire le bilan et d'apprécier ou non les dirigeants, les élus. Les élections ne sont plus considérées comme la validation du régime politique, la démocratie dans le cas de la Côte d'Ivoire. Alors, véritablement, ce qui devait être assigné comme objectif dans une élection, ce sont tous ces valeurs que je viens de citer. Mais depuis un certain temps, on assiste au choix des élections à une crise. Alors, la situation sociopolitique actuelle de la Côte d'Ivoire n'est pas reluisante. Et chacun de nous le sait très bien. Cela est dû à plusieurs facteurs que nous essaierons de faire une analyse typologique. Le système politique en Côte d'Ivoire. C'est la démocratie. C'est le régime politique de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les institutions de la République jusqu'au peuple souverain, la gestion des affaires politiques de la République de Côte d'Ivoire fonctionne sur les principes et valeurs de la démocratie. En effet, le choix d'un régime politique dans la gestion des affaires politiques d'un État définit l'orientation de la politique générale. Il faut noter à cet effet que les différentes idéologies politiques sont clairement définies par les attributs du pouvoir et le mode de gestion des affaires de la cité. Cela se perçoit primo par le mode de succession à la tête de la magistrature suprême de l'État, secondo par le contenu des programmes politiques et tertio par l'ouverture sur le monde extérieur. En démocratie, le pouvoir politique appartient au peuple souverain. C'est au peuple d'élire librement les représentants de l'État. Alors la Côte d'Ivoire fait partie des pays qui ont opté pour la voie de la démocratie dans la gestion des affaires politiques. Il ne s'agit pas de porter un jugement de valeur sur les choix des régimes politiques dans le monde, mais plutôt d'exposer les valeurs que la démocratie induit et les attentes du peuple souverain. Il est question de donner, sinon de reconnaître que le pouvoir est au peuple et c'est lui qui détermine les choix ou le choix des élus. Dans ce cas de schéma démocratique, c'est le peuple qui est l'instance suprême et il doit contrôler les élus et non pas le contraire. Ainsi, il a la capacité de transmettre le pouvoir politique à la personne de son choix selon ses aspirations.
parlant du peuple, bien sûr. Quels sont les préambules de la démocratie? Dans les États africains qui fonctionnent selon le régime de la démocratie, comme la Côte d'Ivoire, il est à signaler que ces principes sont mis à mal par certains dérapages dans la gestion du pouvoir politique. Et il est souvent regrettable que ce soit celui qui est censé décider, c'est-à-dire le peuple, qui en paye amèrement le prix. La marche vers la démocratie absolue est à pas de caméléon dans les pays en voie de développement ayant choisi ce régime. Ce triste constat est marqué par la multiplication des crises, des guerres, des violations des textes fondamentaux de l'État, le non-respect des droits de l'homme et des libertés, primordialement indiqué dans les principes de démocratie, la souveraineté du peuple est peu ou pas exprimée. On constate un abus du pouvoir et de la confiance du peuple par les dirigeants. En un mot, un manque crucial de la démocratie. Une mise à mal des valeurs démocratiques. Pour ce faire, elle doit être véritablement et socialement plus démocratique, plus intégrée et ou plus proche des populations ivoiriennes. Les objectifs du programme national de développement ne seront atteints à l'horizon 2020 que si les principes de la démocratie sont réellement mis en pratique par le pouvoir décideur et ressentis au niveau des populations. Bâtir la cohésion sociale au sein de la population ivoirienne revient à l'État de Côte d'Ivoire comme le vademecum de l'agenda politique pour la réussite de toute activité de développement en 2020. La démocratie étant un creuset de valeurs, à savoir la transparence, l'égalité, l'équité et le partage ou l'alternance du pouvoir politique. La Côte d'Ivoire est au carrefour de son histoire dans la tête de ses objectifs de développement qu'elle se fixe à l'horizon 2020. Ça passe ou ça casse. Nous sommes dans une situation de ça passe ou ça casse. Pour éviter la coutume selon laquelle une élection en Côte d'Ivoire se solde toujours par une crise, il faut un conditionnement relever le débat politique. Selon Bonounou Amel, dans son livre « La fin d'une génération en Côte d'Ivoire, les tenants de la paix au fouet 1990-2020 », paru aux éditions Amatan en novembre 2016, je cite, « L'année 2020 qui se profile à l'horizon annonce un événement majeur en Côte d'Ivoire. Il s'agit de la fin d'une génération d'hommes politiques contemporains nés avant 1950 qui ont d'abord occupé une position privilégiée. Entre 1990 et 1993, les dernières années du président de Félix Houphouët avant de dominer par la suite l'après Houphouët. Voici succinctement ce qui suscite le débat, disons politique. Il est clair, sinon humain, de se poser des questions relatives au renouvellement de la classe politique ivoirienne en se demandant comment passer le flambeau du pouvoir politique aux plus jeunes. Ceci relève d'un esprit plus critique. Mais lorsque la même inquiétude est exprimée sous forme de la question suivante, pourquoi passer le flambeau plus jeune? Elle s'avère être marseillante, voire malhonnête. Il faut rappeler à toute fin utile que la conception de toute chose qui se veut être solide et durable se fonde sur le principe de la trilogie, c'est-à-dire concevoir, réaliser, projeter. Dans le débat politique sur la Côte d'Ivoire, il faut toujours faire l'histoire des grandes étapes de la nation ivoirienne pour consolider les acquis présents et surtout ouvrir les perspectives. Toutes les analyses politiques sont unanimes que le pouvoir politique doit se rajeunir aux élections bilan 2020. Élections bilan parce que la Côte d'Ivoire aura 60 ans d'indépendance et le bilan de l'émergence au renouvellement de la classe politique se fera aussi. Si nous serons émergents ou pas. Et donc, il n'est plus question en ce moment du pourquoi, mais plutôt du comment. Le débat qui invite régulièrement la jeunesse au centre des rencontres politiques se situe au niveau de la responsabilité et l'engagement de la jeunesse ivoirienne. Les principes de gestion des sociétés africaines stipulent que l'enfant qui aspire au pouvoir doit impérativement être initié et essentiellement avoir la bénédiction des ancêtres qui se symbolisent par l'adhésion et l'accord des plus âgés. À l'état actuel du climat politique en Côte d'Ivoire, la jeunesse est bel et bien active et relativement formée pour être capable de diriger les instances étatiques. Le hic est de convaincre ou de vaincre les quelques adeptes de la gérontocratie, encore plus farouches, qui refusent catégoriquement ce changement parce que, à croire, la canne à sucre paraît de plus en plus sucrée ou bien aveuglement au bout de cette tube à sucre
que se trouvait la pile mortifère. Le débat politique doit être de plus en plus centré sur la jeunesse, certes, mais animé par les jeunes eux-mêmes. Animé par les jeunes eux-mêmes. Avec bien sûr l'assistance des plus expérimentés et outillés en matière de politique. Parce que ce qui se décide pour moi, sans moi et contre moi, que les jeunes, ceux-ci, ceux qui s'engagent et dans la composition du panel même qui est là. J'espère que ça a été bien fait. De nous trois, nous avons un acteur principal qui a été à un certain niveau du pouvoir et qui est aujourd'hui maire. Pour ici, une organisation qui observe et qui voit beaucoup de choses. Nous avons aussi le docteur qui est d'analyse, qui regarde, qui fait ses analyses. Normalement, au sortir d'ici, on devrait être enrichi sur la question électorale et sur les dispositions à prendre. Si je vais de rencontrer le professeur, nous nous sommes rencontrés depuis 2014 sur la question de la réforme. C'est pas aujourd'hui que nous avons demandé cette réforme. Donc c'est pour vous dire que la discussion est en cours depuis plusieurs années. Et les réformes se font, mais pas au goût des populations. Cela m'amène à dire aujourd'hui nous avons un processus électoral. Qui sont les acteurs au plan institutionnel? Nous avons la Commission électorale indépendante. Nous avons la Chambre administrative de la Cour suprême. Et nous avons le Conseil constitutionnel. Et il y a un élément qu'on ne sait pas où situer, la sécurité. Pour ceux qui sont observateurs, avertis, ont vu que c'est un maillon important et faible dans le processus. Les forces de l'ordre sont placées sous l'autorité de qui en période électorale. Dans d'autres pays, il y a une force spéciale qui est rattachée directement à l'institution en charge des élections et dont le commandement dépend de là. Mais je reviens d'abord sur la Commission électorale indépendante. Aujourd'hui, tout le monde parle de réforme. C'est parce que la réforme de 2014 n'a pas été bien faite. En 2014, la société civile avait tiré les leçons du processus de 2010 pour revoir la commission. Et nous, en tant qu'acteurs de la société civile, on était réunis au sein d'une plateforme qu'on avait appelée COREPCI et nous avons fait une proposition de mettre en place une commission électorale indépendante composée spécialement des techniciens recrutés après appel à candidature. Mais malheureusement, au cours du plaidoyer, excepté leader que le professeur dirigeait en son temps, et MFA qui était déjà en son temps par M. Anaki Komina, qui était d'avis avec nous, le reste de la classe politique, et dit bien le reste, sans exception, était contre FPI, qui n'était pas divisé. Il faut que je précise bien. Qui était unique, RDN, PDC et tous les autres partis nous ont dit, faire comprendre qu'ils ne peuvent pas accepter une commission électorale indépendante composée d'experts. Il fallait que les partis soient présents à la commission. J'ai même discuté avec un responsable politique, dont on ne sait pas ses contemporains, puisqu'il est vivant. Il m'a dit, petit frère, on veut tous voir clair dans la marmite. En ce moment, les acteurs politiques, et quand ils ont fait leur accord, il y a eu une commission qui est sortie. Mais 3 mois après, ils prirent des interviews. Et la commission a fonctionné, on a vu tous les résultats. Aujourd'hui, pourquoi il est important de procéder à une réforme? Quelles sont les raisons qu'on avance?
Premièrement, il y a un arrêt de la voie africaine qui existe, qui interpelle l'État de Côte d'Ivoire que la commission est déséquilibrée. Parce qu'il y a une représence plus accrue de l'administration du pouvoir. Mais il faut dire aussi que les partis politiques, quand ils font des actes, après ça les rattrape. Je me souviens très bien, là je passe le contrôle du professeur, après Marco 6, quand ils sont revenus, il y a eu les jeux d'alliance. Les grands blocs ont vu le jour. Et quand les grands blocs ont vu le jour, on a vu que l'ancien LNP était minoritaire. Après Pretoria, c'est là qu'on a vu l'intégration des représentants des ministères, du bureau de l'Assemblée nationale. Et on leur a dit en son temps que ce n'était pas une bonne idée, pour ceux qu'on avait rencontrés, et parce que si les choses changent, ce n'est pas évident que les représentants des ministres restent les mêmes. Et en 2011, quand les choses ont changé, évidemment, ceux qui sont arrivés au pouvoir ont poussé au remplacement des représentants des ministres. Et on s'est trouvé en son temps, comme je le disais, avec une commission monocolore. Donc, la Cour africaine, la PDH avait saisi en son temps les juridictions nationales et qui ont rétorqué que la requête était irrecevable. Comme chez nous, on voit plus la forme avant de voir le fond. Mais même quand la forme n'est pas, regardez un peu le fond avant de se prononcer. En plus, la PDH, c'est un groupe parlementaire qui a saisi la même juridiction et qui a répondu également que la forme n'y était pas. Voilà pourquoi les gens sont retournés vers l'extérieur. Aujourd'hui, l'arrêt de la Cour est là, qui nous interpelle à réformer la CEI. En plus de l'arrêt de la Cour, il y avait un consensus qui avait prévalu en 2014. Le consensus est rompu. Les signataires du consensus ne se reconnaissent plus dans le consensus qui mettait en place la commission. Et il y a une crise de confiance des différents acteurs vis-à-vis de la commission elle-même. Et notre crise de confiance des populations vis-à-vis de la commission elle-même. Donc l'un mis dans l'autre, et puis bon, les différents événements sont produits lors des élections passées, ont montré qu'il y a des faiblesses au niveau de cette commission. Si nous voulons aller en 2020, avoir des élections transparentes, crédibles et inclusives, il faut qu'il y ait un organe de gestion des élections qui inspire confiance d'abord aux acteurs politiques eux-mêmes. Ensuite, que les populations aient confiance à la commission électorale qui va régir, organiser l'élection de 2020. Donc, s'il y a la confiance qui est établie entre les populations et la commission, entre les acteurs et la commission, je crois qu'à un moment donné, il n'y aura plus de contestation. Mais c'est parce qu'il y a un manque de confiance qu'on parle de réformer la CEI. Est-ce que dans ce contexte, il faut seulement réformer la CEI seulement? Nous disons non. En plus de la CEI, il faut revoir le cadre juridique, qui est le code électoral. Je prends un exemple simple. 2. L'inscription de la liste électorale. L'article 9 qui fait tant crier, où on parle de convoyage des électeurs, dont les jeunes sont les plus grands adeptes. Parce que c'est eux qui transportent d'une localité à une autre, moyennant quelque chose. Cette année, le flux n'était pas dirigé vers le plateau, mais c'était dirigé vers Port-Louis. On prend les gens à Bobo, on prend les gens à Bobo moyennant 5 000 francs et vont s'inscrire à Port-Louis. Mais les jeunes se sont donnés à ce jeu. Il y en a même qui ont fait jusqu'à 3 inscriptions. Malheureusement, la dernière inscription qui est prise en compte. L'article 9 dit tout Ivoirien peut s'inscrire dans la situation de son choix à condition d'avoir des intérêts socio-économiques. En réalité, ce n'était pas mauvais. Mais c'est l'exploitation que l'acteur politique a faite de la disposition. Aujourd'hui, je viens de chez moi, je prends mes jeunes de 60 de ma région qui sont à l'université, ils vont aller tous vous inscrire au village. Aujourd'hui, selon le lancement électoral de 2018, la commune qui vient en tête, c'est Atiguaco, dans la sous-préfecture de Yamoussoukro.
Parce que ceux qui voulaient compétir sont les voilà par dans la zone forestière qui font du cacao, de venir s'inscrire au village. Ils ont 10,5% des taux de transfert par rapport à la population réelle qui existe dans le village. Il y a également la question du dégroupage électoral. Il y a une règle qui est établie. La règle donne un pourcentage à la densité de la population, un pourcentage à la superficie et un pourcentage au nombre de localités habitées. Si les règles sont appliquées, nous aurons autour de 295 parlementaires et qui doivent établir l'équité entre les populations ivoiriennes. Mais généralement, les gens n'en tiennent pas compte. Normalement, si on fait ces calculs, le plateau ne doit pas avoir des députés. Mais en termes de droits acquis, on ne peut plus arracher le député du plateau. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à faire. On s'est doté d'une nouvelle constitution qui nécessite la révision du code électoral. Donc pour nous, il est important qu'il y ait réforme de la CEI, mais que cette réforme se fasse de manière consensuelle. Quand on dit de manière consensuelle, c'est quoi? C'est qu'il faut que le débat soit inclusif, partis politiques, société civile. Quand les sociétés, ce n'est pas tout le monde, c'est ceux qui travaillent dans la thématique. Et maintenant, l'opposition politique. Et si les trois entités sont dans le même espace, qu'un consensus sort, les populations vont se reconnaître dans cette commission. Et également, même si on n'a pas rédigé la première phrase à la dernière phrase du code électoral, que les grandes lignes soient établies pour permettre à la commission de parachever le travail entrepris par l'espace dégagé par le gouvernement pour qu'il y ait un minimum de consensus pour l'élection de 2020. Donc la réforme de la CEI est une grande nécessité, mais qui nécessite également une implication de tous les acteurs et qui doivent venir. C'est un rendez-vous. Chacun demande souvent l'impossible pour arriver au possible. Donc il est important que la réforme de la CEI voit le jour et cela nous permettra d'avoir des élections apaisées, transparentes et inclusives en 2020. Merci à Planète Paix pour l'initiative et pour l'invitation et l'opportunité qui nous a donné d'échanger. Ça me permet de retrouver le docteur Moulou et Bamba Sendo de la poésie. Bonjour à toutes, à tous. Je vais me permettre deux petites remarques avant de commencer. Ça, c'est pour mon ami Yao. C'est vrai que je ne connaissais pas cet endroit, l'American Corner. C'est très très bien, c'est très joli. Il y aurait eu l'Ivorian Corner à Washington DC, que derrière nous, ils auraient placé des petits drapeaux américains à côté des drapeaux ivoiriens. Vous voyez, non? Oui, si vous avez la possibilité de nous en mettre un là, on est au American Corner, Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Je voulais qu'on réfléchisse ensemble tout de suite. Moi, pour préparer votre réunion et puis par rapport aux travaux que j'ai fait depuis longtemps, j'ai retrouvé de vieux textes. Vous notez bien. En 1990, lors des élections, nous avions 4 408 inscrits. En 1995, je n'ai pas trouvé de chiffre exact, mais ce n'est pas grave. En 2000, on a 5 475 000 inscrits. En 2010, on a 5 780 000 inscrits. En 2015, 6 301 000 inscrits. Je laisse tomber les dizaines qui sont. Et je constate quoi? Que sur 25 ans, de 90 à 2015, on a eu que 1 892 000 électeurs nouveaux.
Ça fait 75 000 électeurs nouveaux par an environ. Est-ce que vous pensez que sérieusement, en Côte d'Ivoire, si vous ne prenez que même Cocody, ne prenez pas Yopougon, Cocody, vous pensez que ces 75 000 électeurs nouveaux qu'on doit avoir à Côte d'Ivoire entière? Si vous rapprochez même encore un peu plus, vous prenez de 2000 à 2015, 826 000 électeurs nouveaux. Or, toute la période de 2000 à aujourd'hui, on a fait frétiller les Ivoiriens, on a fait peur à tout le monde, et les jeunes se sont jetés dans une bagarre. On va mettre 3 millions de gens sur votre liste électorale, les étrangers vont venir vous envahir, et puis tout le monde s'est bagarré là-dessus. Et là, on constate que de 2000 à aujourd'hui, on n'a même pas encore atteint 1 million d'électeurs nouveaux. Vous vous faites manipuler. Il y a des gens qui ont intérêt politique, qui ont envie que les élections se déroulent toujours dans une ambiance délétère et qui poussent des rumeurs, des pions, qui amplifient des faussetés. Et comme personne ne s'assoit pour réfléchir sérieusement, on part tous sur et les opposants et les gouvernants, 3 millions on ne veut pas, et puis on se jette sur de faux dossiers, et puis à côté, les choses se passent tranquillement. Quand on sortait de Marcoussis, il était inscrit que c'est 3 millions d'électeurs qu'il faut mettre là. On a fait plusieurs recensements, des audiences foraines et tout, pour arriver à 305 000 personnes environ en 2010. Marcoussis, c'était 2003. Vraiment, de faux dossiers sur lesquels j'aimerais vraiment attirer votre attention. Deuxième élément important, tout à l'heure Bamba se référait au recensement général de la population de 2014. Quand vous allez, elle a été escamotée par les organisateurs, boycottée par des blocs politiques, mais là, on trouve quand même les Ivoiriens ayant 18 ans et plus. 2014, je veux dire escamoté, boycotté, donc ça n'a pas été bien fait. C'est 9 millions, disons, laissons tomber les chiffres derrière, 9 millions de gens, 18 ans et plus, 2014. La liste électorale, je parle des inscrits, 2015, 6 millions 3. Est-ce que vous pensez que les 3 millions de gars derrière là ne méritent pas d'être aussi sur la liste électorale? On n'a pas pris le temps de faire un recensement électoral sérieux. On a sémé le doute dans l'esprit de tout le monde est allé sur de faux chemins, et puis on a laissé en rade 3 à 4 millions de jeunes en âge de voter et qui ne sont pas sur la liste électorale. On devrait avoir dans ce pays entre 11 et 12 millions de votants, les Ghanéens ayant la même taille de population que nous, sont à 13-14 millions de votants. Leur président, quand le candidat perd là-bas, au Ghana, il a 6 millions de voix, quoi. Et nous ici, quand on voit les vainqueurs et les vaincus, on met ensemble, on n'a pas les voix obtenues par le vaincu du Ghana. C'est toujours 2 millions de gens qui vont choisir notre président de la République, 2 millions et demi. Initiés, qui voient clair, qui poussent les autres de côté, et puis qui passent là dans le flou, qui installent leur gare, et puis bon, ils jouissent ensemble, et puis les autres sont à la maison en train de dire ah, on a peur, on va faire comment, on ne sait pas où. Et puis la Côte d'Ivoire avance comme ça. Vous prenez les résultats électoraux, hein, que ce soit Gbagbo contre Gueye, que ce soit Gbagbo contre Ouattara, que ce soit en 2015, là, Ouattara contre lui-même, vous verrez toujours de petits scores, et puis dehors, tout le monde se plaint, mais vous ne participez pas. Vous ne participez pas. Les jeunes, les populations ivoiriennes ne participent pas, et puis on se laisse tous aller. Alors, qu'est-ce qu'il faut maintenant pour réformer? De la nécessité.
C'est sur ce constat-là que la réflexion à leader et chez Koulibaly s'est fondée. Premièrement, je ne crois pas du tout que les petits pays pauvres d'Afrique aient intérêt à avoir des présidents de la République forts, puissants. Je crois que ce n'est pas une bonne chose. D'ailleurs, on ne trouve les grands présidents de la République que dans les petits pays pauvres maintenant du monde. Tous les grands pays riches, les États-Unis en tête, vous ne trouvez pas de régime présidentiel. C'est par erreur, par déformation, qu'on dit que le régime américain est présidentiel parce qu'ils étaient les premiers, alors que toute l'Europe avait que des monarques, ils étaient les premiers à dire nous, notre chef va s'appeler Monsieur le Président. Un point. Mais le régime est congressionnel. C'est le Congrès qui est le premier chapitre de la Constitution des États-Unis d'Amérique. C'est là-bas le centre du pouvoir, le peuple. Nous, le peuple, c'est là-bas le centre. Chez nous, c'est le président, et il n'est pas président pour rien, mais il a tous les pouvoirs en main. La première proposition que moi je ferais, c'est carrément le changement de régime. On laisse tomber le régime présidentiel. On a essayé avec Oufou et on a vu que ça n'a pas bien donné, lui il a même resté 40 ans. On a essayé avec Gueye quelques 10 mois, ça n'a pas bien. On a essayé avec Gbagbo, ça ne s'est pas bien passé. On a essayé avec Bédié même avant et Ouattara. Quelle preuve voulez-vous encore avoir? Et puis quitter la Côte d'Ivoire, on a essayé avec le Burkina, on a essayé avec le Mali, le Sénégal. Partout où il y a ce type de régime, bon, on dira que oui, le Kenya est mieux que là. Oui, mais vous êtes toujours mieux entre vous, mais parmi les derniers du monde. Et derniers, ceux qui écartent leur peuple de la décision. Si vous intégrez les peuples, bon, les choses vont aller mieux. Premièrement, il faut sortir de là et inscrire dans cette constitution que nul ne peut priver qui que ce soit de sa propriété. Garantir que chaque Ivoirien ici a des propriétés ou une propriété, personne ne peut priver quelqu'un d'autre de sa propriété. Il n'a qu'à être État ou il n'a qu'à être citoyen. Personne, c'est sacré. Et puis deuxièmement, nous sommes tous égaux devant la loi, y compris l'État lui-même et ses représentants. Si on modifie la Constitution, qu'on y intègre le régime parlementaire et que bon, la rédaction tient compte du fait que la propriété individuelle ou collective, qu'elle soit au village là-bas, mon champ, ma plantation, ma cour, ou moi-même mon corps c'est sacré, et puis qu'on ajoute que le gouvernement ou le président, on a la même chose devant la loi, là, et les autres réformes vont venir. Et quand je dis ça, les réformes qui suivent, je ne ferai plus de différence entre le droit administratif, ce qu'on réserve pour les administrations, leurs droits, et puis le droit des autres citoyens, là, le droit civil. Je mets tout le monde dans la même cagnotte. T'as qu'à être président, on va te juger comme on juge tout le monde là. T'as qu'à être ministre, on va te juger de la même façon. Vous ne voyez pas que depuis 2000, on fait des réformes, on fait des réformes, surtout dans le plan du Conseil d'État, la Cour des comptes, la Cour de cassation. Mais jamais on les installe. On se contente juste, et parmi les quatre, là, on sort le Conseil constitutionnel. Ça, on installe parce que c'est ça qui règle nos problèmes électoraux. Donc, vous avez vu, les élections, on vit la masse, on prend 2 millions, on les arrange, ils sortent là-bas pour installer le président. Les institutions, on vire toutes les deux côtés, on prend le Conseil constitutionnel, on l'installe, pour juger les résultats des élections, et puis c'est tout. Non, qu'il y ait une Cour suprême, et puis nous tous on va à la Cour suprême. T'as qu'à être petit, tu vas là-bas. T'as qu'à être grand, tu vas là-bas. Comme décentralise la Cour suprême pour donner plus de pouvoir aux populations, aux paysans, et la démocratie s'instaure. Ensuite, maintenant, on peut discuter du code électoral. Ce code, il n'est pas bon. La Constitution n'est pas bonne, c'est vrai. Mais le code lui-même, il n'est pas bon.
la Constitution dit que vous mettrez en place une commission indépendante en charge des élections. On est tous d'accord. Le code électoral met en place la commission, mais donne à travers 12 ou 13 articles tout le pouvoir électoral au président de la République. Vous voulez fixer la date des élections à la commission électorale, vous réunissez, vous faites des propositions, vous allez voir le président de la République pour lui dire, bon voilà, on a quelques propositions là, qu'est-ce que vous en pensez? Vous dites, d'accord, je reviens à vous. Il appelle ses ministres, les gars, voilà, les gars, ils nous ont proposé 4 dates, laquelle nous arrange. Il dit, ah bon, chef, ça là, c'est pas bon, ça, on n'a qu'à prendre ça. Et puis le président signe son décret pour dire, bon, ça, c'est ça, on prend et la commission, c'est le conseil des ministres qui annonce. C'est pas l'indépendance. Ça va du format des affiches à la date des élections, à l'organisation des élections. Tout est décidé par le président de la République alors que lui-même est candidat. La commission électorale, c'est du pipeau. Tout le pouvoir se trouve à la présidence de la République. Et c'est vrai qu'on y gagne de l'argent. Mais tout le pouvoir se trouve de l'autre côté. Donc, en reformant le code électoral, on retire des mains du président de la République tout ce pouvoir qu'on donne à la commission électorale. Et en ce moment-là, on met en place la commission électorale. Et là aussi, M. Bamba vous l'a dit tout à l'heure, le leader n'a pas été compris, Mamadou Koulibaly n'a pas été compris. Toute la presse politique disait, yo, ça... on ne peut pas le laisser, il faut qu'on soit là aussi. Vous êtes joueur sur le terrain, à SEC Africa. Vous vous battez pour savoir laquelle des deux équipes deviendra président de la République. Mais en même temps, vous voulez que la SEC et l'Africa soient juges de touche. À droite, là-bas, il y a la SEC, à gauche, il y a l'Africa. Et puis en même temps, vous voulez aussi que l'arbitre central là soit à SEC ou Africa. Vous voulez être juge du jeu électoral, vous voulez être candidat du jeu électoral, arbitre du jeu électoral, c'est pas possible. Parce que les palabres dehors là-bas se retrouvent nécessairement à l'intérieur. Et le plaidoyer que j'organisais auprès de la société civile et de la classe politique, c'était de dire, on a tous tiré les leçons de cette histoire. Ça ne marche pas quand on est dedans. On sort tous, nous on est les compétiteurs, on sort tous et puis on met la fédération là en place. L'arbitre donne à la société civile. Et puis, vous n'avez pas besoin de 50 membres à la société civile. En Inde, ils sont 900 millions de votants. Je ne dis pas 900 000, pas 9 millions. 900 millions, leur commission électorale a 3 membres. Vaste territoire. Mais ils sont techniques, c'est une vraie administration. Quand ils se réunissent, tous les autres sont là, les partis y assistent. Ils ne sont pas noirs comme nous. Et puis bon, prenez le Ghana à côté. À peu près même taille de population, un plus grand nombre de votants. Ils sont à 17 personnes. Et ils le font proprement. Parce que cette commission électorale est vraiment indépendante. On a donné à des gens, ils sont nommés de façon irrévocable, et puis ils font leur travail des professionnels. Bien sûr, en cas de faute, il y a des lois, comme tout autre citoyen, mais ils font leur travail. Et ils font les élections au Ghana, bon, depuis là maintenant. Quand on dit dans telle zone, il y a des palabres, ils prennent les dossiers, tous les dossiers, ils ont leur cas, ils regardent, et puis s'il y a des petits campions, on reprend les élections là-bas. Ça fait que les partis politiques même sont les premiers à dire à leurs militants, ah non, 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 ne cassez rien, ne vous bagarrez pas. Si vous pensez qu'il y a une triche là-bas, rassemblez les papiers, on va saisir la commission électorale. Et puis la commission électorale tranche. Ça, c'est l'indépendance. Mais quand on dit indépendance, moi j'ai l'habitude de signaler 3 critères, mais bon, je ne suis pas souvent écouté là-dessus. Le premier, c'est l'indépendance fonctionnelle. L'organe qui est mis en place, est-ce qu'on donne la liberté aux gens qui sont dans cet organe
de fonctionner sans avoir à prendre d'instruction de qui que ce soit dehors. Ils sont indépendants dans leur fonction. Ce sont eux qui décident. Ils se réunissent, ils regardent le calendrier, ils savent qu'en 2019, il y a des élections. Bon, c'est des élections de poids régional. Bon, on fait ça quand ils ont commencé à faire, voilà le calendrier établi. Et puis communique. La commission électorale a décidé que l'élection législative cette année va se dérouler à telle date. Sans demander à un ministre s'il est d'accord, sans demander au président de la République s'il est d'accord. Nous, on fait notre boulot, voilà, vous vous préparez. La commission électorale décide que la liste électorale doit être mise à jour. Notre constitution dit qu'elle doit être mise à jour annuellement, mais c'est une constitution, c'est un code électoral, mais annuellement, pour être efficace, vous n'allez pas attendre de faire le recensement électoral pendant une semaine, ou pendant un mois, ou pendant 2 mois. Et là encore, Bakayoko, quand il parle, c'est comme s'il était généreux, on devrait lui dire merci, hein, il nous a donné 2 mois pour aller nous enregistrer sur les listes. Alors que c'est un devoir pour lui, et que de janvier à décembre, de lundi à dimanche, du matin au soir, tous les jeunes doivent pouvoir s'enrôler en permanence. Nous, on nous donne une semaine, 10 jours, 15 jours, 1 mois, et c'est toujours à quelques semaines des élections. Ce n'est pas bien. Donc l'indépendance permet à la commission électorale de dire, vous les maires, vous les sous-préfets, les préfets, là, dans les villages où vous êtes là, tous les jeunes qui ont 18 ans, voilà, on vous dépose un registre là, et ils n'ont qu'à venir s'enregistrer, et puis vous nous faites parvenir à Abidjan. Et puis on fait les mises à jour, et puis l'année des élections, on enlève les morts, on met les retardataires, on a la liste électorale propre. Mais si on le fait, on a 10 millions de votants. Si on ne le fait pas, on va trottiner comme ça. Peut-être qu'en 2045, on va finir par arriver aux 7 millions de votants. Ça, c'est l'indépendance opérationnelle, là, fonctionnelle, ne pas recevoir d'instructions de quelqu'un et de décider. Dans le cadre des textes, bien sûr. Le deuxième élément de l'indépendance est organique. C'est vrai, je suis nommé par le président. Mais moi, dans ma tête, quand on m'a nommé là, bon, c'est fini. Merci, monsieur le président, j'ai fait mon boulot. C'est par là que je serai jugé. Parce qu'il y en a, quand on est nommé, ils pensent que, bon, vraiment, il m'a honoré. Mon village se déplace pour venir lui dire merci. Ta famille lui est redevable ad vitam aeternam. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. On dit, monsieur Moulou, vous êtes membre de la commission électorale, Koulibaly vous a nommé, c'est fini, pour faire honneur à Koulibaly, pour montrer que vraiment vous méritez sa confiance, vous faites votre boulot en toute indépendance, de façon efficace. Quand les gens dehors là-bas sont contents des élections, on se dit, ah, quand Koulibaly est président, là, vraiment les élections se déroulent bien, c'est la satisfaction du président. Mais si chaque jour, Molou et moi, on est dans nos petites combines, dans nos petites magouilles, bon, on ne s'en sort pas. On s'en sort pas. Et ça, c'est l'indépendance des dirigeants, l'indépendance organique. Ça se passe dans la tête, dans les organes, dans les fonctions. Et puis, il y a l'indépendance financière. Quand la commission électorale veut de l'argent pour faire le recensement, pour organiser les élections, les gars sont obligés de fonctionner comme une administration normale. Il faut faire une demande. Il faut que ce soit budgétisé, il faut que la direction du budget autorise, que le ministère des Finances autorise, que le président regarde s'il y a de l'argent, on va voir, s'il n'y a pas d'argent, on va voir. Plusieurs fois, le recensement électoral dit, ah oui, on voulait commencer, il y a un problème d'argent actuellement. Si les bonhommes, vous savez que vous êtes en année électorale en 2019, que cette élection va coûter 2 milliards, dans le budget, c'est prescrit, c'est inscrit. Vous mettez les 2 milliards sur le compte de la commission électorale, elle gère, elle rend compte à la Cour des comptes s'il le faut. Si un recensement doit avoir lieu, vous mettez l'argent. Il ne faut pas que les gens viennent gratter leur tête pour demander de l'argent et qu'on utilise ça pour faire du chantage. Si vous avez l'indépendance des organes, l'indépendance dans la fonction
et l'indépendance financière, avec le code électoral qui donne toutes les attributions dont on laisse aujourd'hui le choix au président de la République, à la commission électorale, à mon avis, les choses devraient aller. Le reste, ce sont les hommes, mais si vous mettez des hommes politiques là-dedans, si vous mettez les partis politiques, d'ailleurs, il n'y aura jamais suffisamment de place pour tous les partis politiques. Moi, j'encourage le gouvernement à le faire, mais pour en profiter en même temps, sur l'identifiant là, mettre toutes les empreintes digitales, les empreintes oculaires, je n'irai pas jusqu'au groupe sanguin, mais les yeux, il n'y a pas deux personnes qui ont les mêmes caractéristiques, les empreintes aussi. On met tout ça avec l'identifiant unique, et puis la carte nationale d'identité intègre toutes ces informations, et puis là, on est tranquille. Vous pouvez aller vous enrôler où vous voulez. Le jour du vote, vous votez si vous voulez, où vous voulez. Et puis, c'est enregistré, sauf pour les présidentielles, même pour les législatives. Mais avant d'arriver là, on a carte d'identifiant unique, les empreintes digitales, et puis les empreintes oculaires. On a les cartes d'identité nouvelles, et puis on va au vote. Mais 2020, là, il y a le vote, mais le recensement n'a pas encore commencé. Hein. Et puis on est tous assis, on attend. Ça, c'est le danger. Voilà ce que je voulais vous dire de la nécessité. C'est vrai que vous allez peut-être poser la question, oui, mais vous avez parlé extérieur, vous-même, vous êtes politique, pourquoi vous ne dites pas... Quand je dis ça, les gens n'aiment pas, les partis politiques n'aiment pas que je le dise, mais un parti politique qui a pour mission de contribuer à l'expression du suffrage, c'est ce que la Constitution dit, doit pouvoir nécessairement former ses militants. Former ses militants. Expliquer aux militants c'est quoi une élection, c'est quoi un vote, c'est quoi un peuple, c'est quoi une nation, c'est quoi un État, et puis pourquoi on va en campagne, pourquoi on veut gagner les élections, qu'est-ce qu'on fait avec. Mais ça suppose un programme de gouvernement, un projet de société et les militants formés là-dessus. Si on le fait, la paix va venir, parce qu'on peut reformer toutes ces institutions. Si nous, les acteurs, on enseigne à nos militants, les gars, il faut prendre vos machettes et vos boulets. Les gars, les urnes, là, quand c'est plein, vous voulez, on va briser, casser, aujourd'hui, là, ça ne passe pas. Les gars, vous coupez des bois pour parer des routes, ça ne passe pas. Donc, tant que c'est comme ça, là, il n'y a pas de paix, hein, malgré les bonnes institutions. Il y a partout aussi voilà, madame, pour ma contribution à la nécessité de réformer ces institutions électorales chez nous. Merci bien.